peut-être commencé cette année-là, en 1990, l'année de la crise du Golfe, une crise qui allait dégénérer en guerre dès le mois de janvier 1991. Oui, tout a peut-être commencé à cause de la guerre du Golfe, parce que, selon Ben Laden, chef de la nébuleuse terroriste islamique, à cette occasion, des soldats américains ont foulé le sol sacré de l'Arabie, la terre du prophète. Et ce sacrilège s'est prolongé puisqu'aujourd'hui encore, les troupes des États-Unis stationnent en Arabie Saoudite, pas très loin des lieux les plus saints de l'islam. Ce serait en effet à cause de cette présence américaine que Ben Laden aurait déclaré une véritable guerre à ses anciens alliés, ceux qui l'avaient soutenu et armé lors de son combat contre l'occupant soviétique en Afghanistan. Vrai ou faux, je ne sais pas. On peut en effet penser que, guerre du Golfe ou pas, le terrorisme islamique aurait un jour pris pour cible le grand Satan, comme l'appelait l'ayatollah Khomeini, ne serait-ce qu'en raison du soutien inconditionnel des États-Unis à Israël. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu, avec M. X, revenir sur les origines de cette guerre du Golfe qui a cristallisé l'hostilité d'une partie du monde musulman à l'égard de l'Occident. Quels en étaient les enjeux réels? Quels étaient les objectifs secrets poursuivis par les États-Unis en déplaçant 1,5 million de soldats dans le Golfe? Et pourquoi la diplomatie a-t-elle été impuissante à empêcher le déclenchement de cette guerre propre, comme on l'a appelée abusivement ou cyniquement? Car, rappelons-le, si seulement 150 hommes de la coalition anti-Saddam Hussein y ont trouvé la mort, plus de 100 000 Irakiens, militaires et civils, ont péri au cours de cette guerre de 42 jours. Et depuis la fin du conflit, l'embargo a causé la mort de milliers d'enfants irakiens sous-alimentés, sans compter les victimes des munitions à l'uranium appauvri. 11 ans après la fin de cette sale guerre propre, ainsi nommée par la journaliste Christine Abdelkrim Delan, les États-Unis vivaient l'horreur des attentats du 11 septembre 2001. Pour bien comprendre, il faut remonter à la source, c'est-à-dire à l'histoire coloniale de la région. Rassurez-vous, je vais faire court. Je vous en prie. Ce sont les Britanniques qui se sont toujours considérés comme étant chez eux au Moyen-Orient, juste après l'effondrement de l'Empire ottoman, et qui ont créé l'Irak. Un conglomérat assez hétéroclite puisqu'il rassemblait les chiites, les sunnites, des Kurdes et des Arabes. Avec tous les risques de conflit que cela entraînera. Naturellement, on le voit encore aujourd'hui avec la question kurde, puisque d'une façon absurde, ce peuple est dispersé dans 3 pays, l'Iran, l'Irak et la Turquie. Donc la Grande-Bretagne, au lendemain de la Première Guerre mondiale, crée l'Irak et lui donne un roi. Et elle décide en même temps de faire du petit Koweït un protectorat britannique. Oui, mais le Koweït deviendra indépendant. Hein. Très tardivement, au début des années 60. Et le Koweït sera remis entre les mains d'un émir de la famille El Sabah. Mais c'est pas ça le plus important. Ce protectorat, puis la naissance d'un Koweït indépendant, plonge les Irakiens dans une violente colère. Pourquoi? Eh bien parce que ça les prive d'un débouché maritime commode. Un débouché sur le Golfe. Oui. C'est ça. Et Bagdad met en avant le fait qu'autrefois le Koweït, sous la domination ottomane, dépendait de la province de Bassora. Les Irakiens estiment par conséquent que le Koweït doit faire partie intégrante de l'Irak? Exactement. Et à tout le moins, ils réclament d'avoir à leur disposition 2 îles qui bordent le chenal d'accès au Golfe arabo-persique. Mais le Koweït ne veut rien savoir. Il y a donc un conflit latent entre les 2 pays. Ouais, un conflit de frontières, ouais. Ça ne s'arrangera pas quand plus tard, à la fin des années 80, les Irakiens accuseront les Koweïtiens de puiser trop abondamment dans une nappe pétrolifère qu'ils partagent de part et d'autre de la frontière. Et je crois me souvenir que lors de l'invasion irakienne en 1990, Saddam Hussein annexera purement et simplement le Koweït. Il en fera provisoirement la 19e province irakienne. Ouais. Enfin, n'allons pas trop vite. Avant la deuxième guerre du Golfe, il y a la première. Elle commence en 1980 et c'est l'Irak qui attaque son voisin iranien, son éternel rival. Là encore, ce sont des problèmes de frontières. Oui, il s'agit toujours du débouché maritime de l'Iran. Le Chat et l'Arabe. Vous savez, cette large voie d'eau qui sépare l'Irak et l'Iran, elle est essentiellement formée par la réunion du Tigre et de l'Euphrate. De chaque côté, les rives sont très fertiles et Iran et Irak comptent un vieux conflit au sujet du tracé de la frontière. Enfin, au-delà, il y a la question de la suprématie militaire dans la région. Face à un Iran désorganisé, après la révolution des ayatollahs, Saddam Hussein veut s'imposer. Il y a aussi la question religieuse. Exact.
Le dictateur irakien peut craindre que la révolution iranienne donne des idées à sa population chiite, qui réside justement dans cette région du Châtel arabe, autour de Bassora, la deuxième ville du pays. C'est donc l'Irak qui est l'agresseur. Incontestablement, mais cela n'empêche pas les principales puissances occidentales de prendre le parti de l'Irak. Contre l'Iran de Khomeini. Oui, les ennemis, ce sont les ayatollahs. N'oubliez pas que lorsque cette première guerre du Golfe éclate, les Iraniens détiennent toujours les otages de l'ambassade américaine de Téhéran. Et le fanatisme islamique des ayatollahs fait peur. Et pourtant, de l'autre côté, le régime de Saddam Hussein n'est guère plus recommandable. Sans doute, l'Irak est même classé par les États-Unis dans la liste des États terroristes. Il le restera jusqu'en 82. On sait aussi que le dictateur irakien est particulièrement féroce et qu'il use de tous les moyens, à commencer par la torture, pour réduire ceux qui lui résistent. En outre, vous le savez, au cours de cette terrible guerre, il n'hésitera pas à utiliser l'arme chimique. Il l'utilisera même contre sa propre population. Non, c'est juste, et puis il y a le nucléaire. Saddam Hussein veut absolument doter son pays de l'arme atomique. Et malgré la destruction par les Israéliens du centre de recherche que nous, Français, avions aidé à reconstruire ou à construire, le dictateur n'a pas renoncé. Donc, de multiples raisons de prendre ses distances avec Saddam Hussein. Oui, mais les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Or, à tort ou à raison, tout au long des années 80, l'Occident considère que l'État le plus dangereux demeure l'Iran, de Khomeini. Chez nous, il existe même des gens souvent classés à gauche qui estiment que Saddam Hussein, malgré tous ses défauts, est un laïc, un moderniste. Et qu'il convient donc de le soutenir. Et nous en avons parlé il y a peu. Le gouvernement socialiste, comme ses prédécesseurs, ne cessera de fournir des armes et des avions à l'Irak. Des avions parfois prélevés sur nos propres stocks. Oui, mais enfin, nous ne sommes pas les seuls. De grandes entreprises allemandes, par exemple, travaillent régulièrement avec les Irakiens et les aident à se doter d'un redoutable arsenal chimique. Et les Américains? Ils participent massivement à cette aide, enfin directement ou indirectement. C'est-à-dire ça? Washington a accepté de livrer des centaines de millions de dollars d'équipements à Bagdad. Mais de nombreuses firmes privées collaborent aussi avec l'Irak. En outre, au cours de cette interminable guerre, enfin une guerre qui fera, je vous le rappelle, entre 500 000 et 1 million de morts, quand même, les États-Unis apporteront une aide décisive à Saddam Hussein en lui fournissant des renseignements recueillis grâce à leurs satellites d'observation. Alors, si je comprends bien, c'est donc l'Occident qui arme Saddam Hussein et contribue à construire sa puissance militaire. En grande partie, oui. Et ce n'est pas innocent. Il s'agit aussi pour les Américains de contrer les Soviétiques. Jusqu'en 1980, en effet, c'est Moscou qui est l'allié privilégié de Bagdad. C'est Moscou qui a formé, armé et construit l'armée irakienne. Par conséquent, il est tentant de contrarier cette influence soviétique. De la même façon qu'en Afghanistan, les États-Unis ont armé et financé les Moudjahidines en lutte contre l'armée rouge. Oui, avec les conséquences qu'on constate aujourd'hui. Mais dans les années 80, la guerre froide n'est pas terminée. Elle a même été, si je puis dire, réactivée par Ronald Reagan. Quand déjà se termine le conflit irako-iranien en 88, c'est ça, non? C'est ça, oui. L'Iran, militairement en difficulté, finit par accepter le cessez-le-feu proposé par l'ONU. Et les deux belligérants se retirent sur leurs anciennes frontières. Une guerre pour rien, quoi. Des centaines de milliers de morts pour rien, oui. Sauf qu'à l'issue de cette effroyable guerre, la donne dans la région a complètement changé. L'Iran est provisoirement affaibli, tandis que l'Irak termine la guerre avec une armée en ordre et un arsenal considérable. La 4e armée du monde, comme on a dit, Non, ça c'était de la propagande. Qui a jamais pu sérieusement comparer l'armée de Saddam Hussein aux principales armées modernes, à l'ouest comme à l'est. Non, mais enfin, c'est vrai que sur le papier, l'armée irakienne était impressionnante. Sur le papier, vous voulez parler des chiffres, c'est ça? Oui, enfin, je les ai plus tous en tête, mais sachez quand même que presque 1 million d'Irakiens se trouvaient sous les drapeaux. D'autre part, Saddam Hussein disposait de 5000 chars. Et je ne vous parle pas des milliers de pièces d'artillerie. Il y avait aussi les missiles. Les fameux Scud, oui, des fusées de fabrication soviétique, mais améliorées grâce à l'intervention d'ingénieurs occidentaux qui avaient eux-mêmes formé des ingénieurs autochtones. Et ces Scud, c'est ce qui faisait peur, pouvaient être chargés avec des armes bactériologiques ou chimiques. Saddam Hussein n'utilisera pas ces armes, sans doute n'a-t-il pas osé. Je dois dire aussi que l'Irak disposait d'autres fusées conçues dans un centre secret installé au nord du pays et construit encore une fois avec l'aide occidentale. Mais beaucoup de ces missiles n'étaient pas encore opérationnels. En tout cas, c'est vrai, sur le papier, l'armée irakienne était une armée redoutable. Mais sur le terrain, c'était tout autre chose. Pourquoi ? Je ne vous donne qu'un exemple. Ces milliers de blindés. Les experts savaient que beaucoup d'entre eux étaient vieux et avaient une capacité offensive réduite. D'autre part, l'aviation irakienne, même si elle était nombreuse, n'était pas capable de résister très longtemps à une force aérienne puissante et très moderne. Ah, vous pensez que l'armée de Saddam Hussein ne pouvait que mener un assaut terrestre? C'était la vérité. Et encore, pas très loin de ses frontières. Mais évidemment,
tellement il était politiquement plus habile, de faire savoir que le dictateur irakien disposait d'une force militaire considérable, ne serait-ce que pour constituer une vaste coalition contre lui. Que valait exactement l'armée irakienne à la veille de la deuxième guerre du Golfe? Pierre Salinger, l'ancien porte-parole du président Kennedy, et le journaliste Éric Laurent ont publié, avant même l'intervention armée des Alliés contre l'Irak, un livre intitulé « Guerre du Golfe, le dossier secret ». Voici ce qu'ils écrivent. Les forces et les faiblesses de l'armée irakienne ont été longtemps évaluées. Pour les experts américains, il s'agit presque d'une armée du pacte de Varsovie, équipée pour une large part de matériel soviétique et formée selon les techniques de l'armée rouge. Les attaques sont lancées par des chars soviétiques T-72 et T-62 et précédées de tirs de barrage effectués par des canons de 122 et 152 mm. La défense aérienne est assurée par des batteries de missiles mobiles SAM et des radars anti-aériens ZS-U-23. La marine irakienne est quasi inexistante. Un certain nombre des 5500 chars alignés sont des modèles anciens et les forces aériennes ne sont pas, pour une large part, équipées de la technologie qui permet de mener efficacement des combats aériens. Telle était donc, selon la formule lancée par le général Schwarzkopf, le maître d'œuvre de l'opération Tempête du désert, la 4e armée du monde. Faut ajouter que si l'armée irakienne était malgré ses handicaps une des forces les plus importantes de la région, sinon la plus importante, la situation économique du pays était préoccupante, sinon désastreuse, et l'inflation galopante. Ouais, ça devait être le coût de la première guerre du Golfe. Naturellement, les Irakiens avaient dû acheter pour des milliards de dollars d'armement. Ils s'étaient durablement endettés. Cette question va jouer un grand rôle dans ce qui va suivre. Qui avait prêté à l'Irak? D'abord, bien sûr, les banquiers arabes, saoudiens ou koweïtiens, et encore des établissements des Émirats unis. Tous ces gens-là pouvaient difficilement refuser, car Saddam Hussein mettait en avant qu'en luttant contre les Iraniens, il protégeait aussi tous les États arabes du Golfe contre un éventuel expansionnisme iranien. Ce qui n'était pas faux, hein. Absolument. Enfin, il était aussi fortement endetté auprès de ses fournisseurs d'armes occidentaux. Ouais. Et on lui avait prêté sans barguiller? Oui, les Irakiens avaient la réputation d'être de bons payeurs. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait le pétrole. L'Irak possède les secondes réserves pétrolières du monde. Donc on avait confiance. Tout à fait. Et tant que la guerre dure à l'ouest, on ne mesure pas son soutien à un pays qui a le mérite de tenir tête à ces tyrans des ayatollahs qui inquiètent tant. Au fond, on fait la guerre à l'Iran par procuration. Oui, c'est pas faux. Et puis ça explique qu'on ferme pudiquement les yeux sur les exactions irakiennes et en particulier l'utilisation sur le front de l'arme chimique. Ouais, l'arme chimique, il faut le rappeler, qui sera ensuite utilisée contre le peuple kurde. Oui, dès la fin de la guerre avec l'Iran, il s'agit pour Saddam Hussein de terroriser les Kurdes et de les pousser à l'exil. Mais les Occidentaux qui ont massivement soutenu le dictateur irakien et qui l'ont même aidé à fabriquer ces armes chimiques hésitent encore à rompre. Ouais, pourtant, cette attaque au gaz là, dans les villages du Kurdistan provoque une énorme émotion. Oui, c'est juste. Une commission du Congrès américain, après enquête, demande même qu'un embargo soit décrété contre l'Irak. Mais l'administration de Washington traîne des pieds et accorde sa garantie à de nouveaux prêts en faveur de Bagdad. Des prêts destinés à l'importation de produits agricoles. Les Américains ne veulent donc pas rompre avec Saddam Hussein? Apparemment, non. Pourquoi apparemment? Parce que les Irakiens ont tenu leur rôle, mais qu'on n'a plus besoin d'eux. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils ont contenu les Iraniens, et ils ont même affaibli durablement. Hein. Et les Occidentaux ont réduit l'influence soviétique dans la région. Ouais. Mais on se rend soudain compte qu'on a fabriqué un monstre. Un monstre à cause des armes chimiques non, irakiennes? Pas seulement. Les stratèges américains réalisent que l'Irak risque de devenir une superpuissance dans la région. Une puissance qui ne va pas cesser de se moderniser et qui, à terme, disposera de l'arme nucléaire. Ouais, bref, on a joué avec le feu. C'est à peu près ça, oui. Les plus inquiets sont aussi les plus fidèles alliés des États-Unis. C'est-à-dire les Israéliens? Naturellement. Saddam Hussein a toujours été la bête noire de l'État hébreu. C'est pourquoi, pendant cette première guerre du Golfe, ils ont poussé Washington à aider clandestinement Téhéran. Ah ouais, c'est l'Iran Gate. Hein. Ouais, tant que la guerre irako-iranienne se poursuivait, ils étaient à l'abri. Parce que c'était deux de leurs ennemis qui se battaient. Mais maintenant que le conflit est terminé, ils craignent qu'un jour Saddam Hussein ne les menace. Déjà, avec les fusées perfectionnées dont il dispose, il peut atteindre Israël. Ouais, et alors s'il acquiert la bombe atomique... Voilà. Soyons justes, l'inquiétude israélienne est légitime. En avril 90, Saddam Hussein menacera solennellement de frapper Israël avec ses armes chimiques. Donc, d'après vous, les Israéliens inquiets mettent en garde Washington. Oui, il faut désormais que les Américains cessent de considérer l'Irak comme un allié potentiel. D'autant que l'affaiblissement progressif du camp soviétique change la donne.
La guerre froide s'éloigne. Et au Pentagone, peu à peu, on cesse de donner la priorité à la menace soviétique. Alors, quelle est la nouvelle priorité pour le Pentagone? La défense des intérêts américains et en particulier la protection des ressources naturelles indispensables aux États-Unis. Le pétrole. Le pétrole, bien sûr. Ce pétrole dont les plus riches gisements se trouvent justement au Moyen-Orient. C'est ainsi qu'à Washington naît l'idée que les États-Unis, pour assurer la sûreté de cet approvisionnement en pétrole, devraient être beaucoup plus présents dans la région. Les présents, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Les Américains ont déjà de solides alliés dans la région. Enfin, je pense surtout à l'Arabie Saoudite. C'est vrai que l'Arabie du roi Fahd n'a pas grand-chose à leur refuser, mais ça ne leur suffit pas. Washington voudrait pouvoir disposer de bases permanentes dans la région au cas où. Au cas où il y aurait une menace sur la ressource pétrolière. Oui. Ouais. Donc, si je résume, il y a d'une part l'inquiétude israélienne face à la montée en puissance de l'Irak, et d'autre part, la volonté américaine de prendre pied militairement dans la région. C'est bien ça? Oui, j'ajoute que si toutes les monarchies pétrolières du Golfe se sont réjouies de voir Saddam Hussein mettre au pas l'Iran, elles regardent maintenant avec inquiétude cet Irak qui devient désormais l'État le plus puissant de la région. Ouais. Il y a donc une conjonction d'intérêts, une conjonction dirigée contre l'Irak. Ouais, vous avez compris. Alors, je reviens sur ce que je vous disais précédemment à propos de la situation économique irakienne. Oui, l'Irak puissant militairement, mais fortement endetté. Oui, mais je ne vais pas vous donner de chiffres, ce serait trop fastidieux, mais sachez que les considérables revenus pétroliers de Bagdad suffisaient à peine à payer les importations tant civiles que militaires. Ouais, parce que les Irakiens continuaient à s'équiper en matériel militaire? Bien évidemment, même si certains contrats avaient été revus à la baisse, mais l'armée, c'était la pierre angulaire du régime. Et puis avec l'Iran, c'est un cessez-le-feu qui avait été signé, pas un traité de paix. Donc l'Irak restait sur le pied de guerre. Ouais. Par conséquent, si les revenus du pétrole ne parviennent même pas à payer les importations, qu'en est-il de la dette? C'est la question. Le budget du pays est écrasé par le service de la dette, d'autant que les Irakiens doivent en même temps reconstruire leur pays. Ouais, les dégâts causés par la guerre. Oui, donc les Irakiens s'endettent encore un peu plus. Ils sont pris à la gorge. C'est évident. Or, la situation financière de l'Irak va encore s'aggraver. Pourquoi, là? Parce que le Koweït et les Émirats arabes unis dépassent les quotas d'extraction pétrolière qui leur ont été attribués par l'OPEP. L'OPEP, c'est-à-dire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La conséquence immédiate, c'est que le prix du baril de pétrole baisse de façon significative. Et le revenu pétrolier de l'Irak baisse lui aussi, c'est bien ça? Évidemment, et vous l'imaginez bien, Saddam Hussein est furieux, parce qu'il a le sentiment qu'on essaie d'étrangler son pays. Et que fait-il alors? À plusieurs reprises. Il demande que le Koweït et les Émirats respectent les quotas pétroliers, mais il n'est pas entendu. Le piège va se refermer autour de lui. 2 livres racontent par le menu les mois et les semaines qui ont précédé l'invasion du Koweït, puis la guerre du Golfe. Chef de guerre du journaliste américain Bob Woodward, l'homme du Watergate, et le livre de Salinger et Laurent que j'ai déjà cité. Je reviens sur cet ouvrage. Les 2 auteurs racontent une réunion des chefs d'État qui s'est tenue en mai 1990 à Bagdad. C'est Saddam Hussein qui parle. Les quotas assignés par l'OPEP jusqu'en mars prévoyaient que le Koweït ne devait pas dépasser une production quotidienne d'1,5 million de barils. En fait, il n'a cessé d'extraire chaque jour 2,1 millions de barils, à notre détriment. L'Irak veut retrouver sa situation économique de 1980, avant le début de la guerre avec l'Iran. Dans l'immédiat, nous avons un besoin urgent de 10 milliards de dollars, en plus de l'annulation des 30 milliards de dollars de prêts qui nous furent accordés par le Koweït, les Émirats arabes et l'Arabie saoudite durant la guerre. En fait, frères arabes, il faut que tout ceci soit dit avec netteté. Nous vivons aujourd'hui un autre conflit. Et il poursuit avec violence: une agression ne se mène pas uniquement en utilisant des chars, de l'artillerie, des navires. Elle peut prendre des formes plus insidieuses et plus subtiles, telles la surproduction de pétrole, les préjudices économiques ou les pressions pour rendre un peuple esclave. Et un peu plus tard, lorsque le Koweït refusera à la fois ce prêt de 10 millions de dollars et la réduction de sa production de pétrole, Saddam Hussein déclarera: on veut mettre l'Irak à genoux. Quelques semaines plus tard, il annexera le Koweït. Vous avez parlé de piège, c'est pas un mot un peu trop fort? Pas du tout. Je vais vous expliquer. Saddam Hussein réclame donc à corps et à cri que les Émirats, et surtout que son voisin, le Koweït, respectent les quotas pétroliers afin que le prix du baril remonte. Mais l'émir Jaber ne cède pas. Il oppose même un refus cinglant à son puissant voisin. C'est curieux, non? Parce qu'il pourrait craindre une attaque irakienne. Absolument. Et en cas d'agression, le petit Koweït ne faisait pas le poids, si vous me permettez cette expression. Or, l'émir Jaber n'a pas du tout l'air inquiet. Jusqu'au bout, c'est-à-dire le 2 août 1990, il ne croit pas à l'agression irakienne et refuse donc de céder à Saddam Hussein.
Peut-être a-t-il reçu des assurances? Ça me paraît évident. Il n'y a que deux possibilités. Ou bien on lui a garanti que jamais l'Irak ne l'attaquerait, ou alors on lui a promis qu'on le défendrait. Donc, selon vous, on l'a encouragé à rester ferme face aux exigences irakiennes. Je le pense. Parce qu'on voulait pousser Saddam Hussein à la faute, c'est-à-dire à attaquer le Koweït. Ah, ce piège dont vous parliez, oui, c'est ça. Alors, qui, hein? Bon, je pense que Washington, en usant sans doute l'intermédiaire arabe, saoudien ou égyptien, a dû jouer un rôle. Je crois qu'assez tôt, c'est-à-dire peu de temps après la fin de la première guerre du Golfe, les Américains avaient décidé qu'il leur faudrait un jour mettre à bas la puissance irakienne. C'est-à-dire abattre ce monstre, c'est vous qui avez utilisé l'expression, qu'ils avaient contribué à engendrer. En quelque sorte. Et après tout, ne s'est-il pas passé à peu près la même chose avec Ben Laden? D'abord allié, puis ennemi. Mais quand vous dites que les Américains avaient décidé de briser Saddam Hussein, vous avez des preuves ou il s'agit d'une hypothèse? Non, c'est beaucoup plus qu'une hypothèse. Dès la fin de l'année 89, le Pentagone avait étudié un plan d'intervention contre l'Irak. Avec l'aval du pouvoir politique? Le secrétaire de la Défense ne pouvait l'ignorer. Ça signifie que les États-Unis prenaient déjà en compte le danger que représentait Saddam Hussein dans une région aussi sensible. À cause d'Israël et puis du pétrole. Et les Américains avaient fait leur calcul. Si Saddam Hussein s'emparait du Koweït, il disposerait à lui seul de 20% des réserves mondiales de pétrole. Mais si en plus il s'attaquait un jour à l'Arabie Saoudite, c'est 40% des réserves mondiales qu'il contrôlerait. Les États-Unis ne pouvaient pas accepter ça. Ça voulait dire qu'à Washington, on pensait que tôt ou tard, Saddam Hussein attaquerait. Certainement. On n'entretient pas une armée de centaines de milliers d'hommes complètement disproportionnée dans un pays d'une vingtaine de millions d'habitants pour la garder dans les casernes. Donc finalement, vous trouvez que les Américains avaient de bonnes raisons d'agir comme ils l'ont fait? Écoutez, c'est certainement pas moi qui vais tresser les couronnes à Saddam Hussein, qui est un dictateur de la pire espèce et qui a longtemps soutenu le terrorisme international. Mais j'essaie simplement de vous montrer comment les États-Unis ont agi pour le pousser à la faute. Et puis, si vous voulez bien mon avis, je ne suis pas persuadé que la guerre, avec son cortège de morts et de ruines, était le meilleur moyen d'affaiblir Saddam Hussein. Oui, que fallait-il faire, alors? L'embargo commençait à produire des résultats. On aurait pu le poursuivre et même le durcir. Je suis pas le seul à penser ça, c'était aussi l'opinion du chef d'état-major américain, Colin Powell. D'accord, mais je fais remarquer que l'embargo existe toujours, et c'est la population civile irakienne qui souffre, et Saddam Hussein, lui, est toujours à la tête de l'Irak. Oui, mais enfin, il a perdu tout pouvoir de nuisance dans sa région. Alors inutile de polémiquer, revenons au plan américain. Bon, alors je vous écoute. Saddam Hussein, le 2 août 1990, envoie donc ses chars au Koweït. Ce n'est nullement une surprise. Les photographies prises par les satellites et les renseignements recueillis par les services secrets ou par les diplomates ont anticipé cette attaque. Donc, d'une certaine façon, on a laissé faire. Je le pense, oui. Rien n'a été fait pour améliorer la défense du Koweït ou dissuader même sérieusement Saddam Hussein. Alors, en le menaçant? Bien sûr. Ou en faisant pression sur les États du Golfe pour qu'ils satisfassent au moins en partie les revendications de Saddam Hussein. Non, ça n'a pas été fait, et pire. On lui a même envoyé une sorte de feu vert. Et qui, les Américains? Oui, le 30 juillet, donc 3 jours avant l'agression irakienne, le sous-secrétaire d'État chargé du Moyen-Orient, John Kelly, témoigne devant une commission du Congrès. On lui pose la question, et si l'Irak attaquait le Koweït, est-ce que l'armée américaine interviendrait? Et la réponse alors? Le sous-secrétaire répond qu'il ne veut même pas envisager une telle hypothèse, mais tout en affirmant que les Américains se sentiraient concernés. Il souligne que nul traité, nul engagement ne lie les États-Unis au Koweït. Ces propos, qui pouvaient être considérés comme une garantie de non-intervention des États-Unis, ont été relayés par les radios internationales. Oui, ils ont donc été entendus à Bagdad. Forcément, et tout de suite transmis à Saddam Hussein. Et ça l'a conforté, d'après vous, dans son intention d'attaquer le Koweït? Naturellement. Et cette apparente bévue de Kelly faisait partie du plan qui consistait à pousser Saddam Hussein à la faute? Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Mais la suite est tout aussi intéressante. En fait, la réaction américaine à l'invasion du Koweït a été extrêmement rapide. Si rapide qu'on a même eu l'impression que des mesures avaient été préparées à l'avance. Mais des mesures, lesquelles? L'arsenal des mesures juridiques, par exemple, permettant de geler immédiatement tous les biens irakiens et koweïtiens à l'étranger. Mais ce qui est plus important, c'est que tous ceux qui ont fréquenté la Maison-Blanche à l'époque ont eu la conviction que George Bush avait dès le début pris la décision de chasser l'envahisseur irakien du Koweït. Selon vous, il aurait donc opté très vite pour la solution militaire? Je vous rappelle que les plans étaient prêts. Mais il fallait aussi parallèlement préparer l'opinion publique, faire une tournée des capitales pour rassembler la plus grande coalition possible et jouer une partie très fine auprès du roi Fahd d'Arabie Saoudite.
Voyons dans l'ordre, vous avez parlé l'opinion publique. Il faut faire apparaître Saddam Hussein comme l'incarnation du mal absolu. C'est pas très difficile, si je puis dire. Saddam y met du sien. Souvenez-vous de l'affaire des otages occidentaux dont les Irakiens se proposent de faire des boucliers humains en cas de bombardement. Bon, puis on assiste aussi à une manipulation médiatique, en exagérant par exemple les exactions commises au Koweït par la soldatesque irakienne, ou en prétendant aussi que Saddam va posséder la bombe dans les tout prochains mois. Oui, il faut persuader l'opinion que la guerre est juste et inévitable. C'est ça. Le deuxième point, c'est l'action diplomatique. Non sans talent, les États-Unis s'assurent de la collaboration de leurs alliés occidentaux, mais aussi de la plupart des pays arabes. Et surtout, ils s'assurent du soutien mesuré de l'URSS et de la Chine, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, le Conseil de sécurité qui va condamner l'Irak. Et décider l'embargo avant d'autoriser l'emploi de la force si Saddam Hussein n'obtempère pas. C'est donc incontestablement un grand succès diplomatique pour les Américains. Reste le troisième point, la collaboration du roi Fahd. Et là encore, Washington fait fort. Le roi Fahd n'a guère envie d'accepter que les troupes américaines débarquent chez lui. Pourquoi ? Les Saoudiens, protecteurs des lieux saints de la Mecque et Médine, considèrent que leur sol tout entier est sacré. Alors, les Américains, photo aérienne à l'appui, persuadent le roi Fahd que les troupes irakiennes stationnées au Koweït et massées à sa frontière vont passer à l'attaque. Les États-Unis se proposent donc de collaborer à sa défense. Oui, ce sera la fameuse opération bouclier du désert. Oui, Fahd est convaincu et autorise enfin les militaires américains à débarquer chez lui. Il y aura jusqu'à 500 000 hommes de la coalition en Arabie Saoudite. Et parmi eux, 80% seront américains. Enfin, il y a eu une supercherie. Que voulez-vous dire ? Saddam Hussein n'avait nullement l'intention d'attaquer l'Arabie Saoudite. Il y a des photos quand même. Des tanks enterrés dans le sable, donc nullement prêts à attaquer. Il fallait persuader le roi Fahd que tôt ou tard, l'Irak allait l'attaquer. Parce que les Américains voulaient absolument stationner leurs troupes en Arabie. Ouais. Géographiquement, ça se comprend, ils étaient au plus près du Koweït. C'est vrai. Mais ils avaient aussi l'intention d'y rester, après la guerre. Et c'est ce qu'ils ont réussi à obtenir. Aujourd'hui encore, il y a des bases américaines en Arabie. 6 000 hommes y stationnent toujours. Sans compter les conseillers militaires placés auprès de l'armée saoudienne. Et puis rappelez-vous ce que je vous ai dit. Washington voulait des bases dans la région. Et la deuxième guerre du Golfe lui a donc permis d'atteindre cet objectif ? Oui, mais les fondamentalistes islamistes ne l'ont jamais accepté. Et puis parmi eux, il y a un certain Ben Laden, citoyen saoudien déchu de sa nationalité. Le propos de M. X recoupe souvent l'analyse très pertinente du chercheur Alain Jox, L'Amérique mercenaire, paru chez Stock en 1992. Et je ne peux pas m'empêcher de vous lire ces quelques lignes prophétiques de Julien Drey, député socialiste, mais suspendu alors par son parti à cause de son hostilité à l'engagement français dans la guerre du Golfe. Voici donc ce qu'il écrit en mai 1991, après la guerre donc, dans un ouvrage intitulé « La guerre qu'il ne fallait pas faire ». Le nouvel ordre international commence bien mal. L'émir Jaber, personnage assez peu recommandable au regard des principes démocratiques, est restauré sans plus de façon. Il ne perd du reste pas de temps pour rétablir la loi martiale. Personne ne s'est soucié d'évoquer la question de la démocratie pour l'Irak dans l'après-guerre. Devant l'insurrection de l'opposition chiite, on a commencé à entendre ça et là des voix affirmer que, tout bien pesé, Saddam Hussein désarmé ne ferait pas un mauvais rempart. À ce jeu-là, les fondamentalistes musulmans ont de beaux jours devant eux, et il ne faudra pas s'étonner si de jeunes capitaines ou des mollahs barbus se mettent à dénigrer cet Occident sans foi ni loi, et sa démocratie au nom de laquelle on engage le combat, et qui oublie toute volonté de la mettre en œuvre une fois la victoire engrangée. Et je vous recommande aussi la lecture du livre de Christine Abdelkrim Delanne, La sale guerre propre, paru aux éditions du Cherche Midi. Cette journaliste y étudie, documents scientifiques à l'appui, ce qu'on appelle le syndrome de la guerre du Golfe. À samedi prochain, et je vous rappelle que vous pouvez trouver la liste de tous ces livres, et vous pouvez aussi réécouter cette émission sur notre site franceinter.com.